Bonjour, bonjour, c'est Jade Sarah au micro d'après minuit. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. My God, il s'est passé tellement de choses en ce moment dans ma vie. Il se passe toujours d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je parle au passé. Il s'est passé, trop de choses à vous dire. J'ai pris mon petit carnet que j'ai oublié bien sûr sur mon bureau. Attendez, je reviens, je pose mon matcha, je vais chercher mon carnet. J'arrive. Voilà, parce que c'est important les notes quand même, hein. Il y a littéralement toute ma vie derrière ce carnet. Regardez, c'est les carnets de la collection Gallimard. Ils sont pas magnifiques. Papeterie inspirée des livres Gallimard. Et en fait, j'avais trop de choses. Déjà, j'ai plein d'idées d'épisodes pour après-minuit. J'ai plein de choses à vous partager. En ce moment, j'écris beaucoup. J'ai plein de réflexions. Avec mes copines, on est en mode grande discussion pendant 4 heures. Donc en fait, vous êtes mes copines aussi. Donc je vais parler avec vous maintenant, au micro. Je vais vous révéler tous nos secrets. Mais ouais, en gros, j'avais envie d'aborder le sujet de la trentaine dans cet épisode. Mais avant qu'on démarre, déjà, grande nouvelle. Déjà, grande nouvelle. Je balance ça comme ça, j'en ai rien à secouer. Il n'y a pas de teasing, il n'y a pas de... Je peux pas vous dire pour l'instant. Pas du tout. Au mois de juin, girls, on va se rencontrer. On va se rencontrer en fait. On va se retrouver autour d'une belle table dans un très beau restaurant parisien. On va être en petit comité et on va pouvoir avoir toutes les conversations passionnantes, enfin toutes. Non, parce que sinon c'est pas un dîner qu'il faut organiser, c'est une retraite en fait. Mais on va pouvoir aborder plein de petites choses sympas, j'aurai des petites surprises pour vous, etc. Donc je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode du jour. Mais en gros, l'idée, ça va être qu'on se retrouve pour le premier dîner après minuit. C'est une idée que j'ai depuis le début et que, en fait, j'avais envie de concrétiser le plus rapidement possible, en vrai, de manière hyper simple. Donc, j'ai appelé ma business manager, je lui ai dit, écoute-moi bien. Là, l'une des priorités de ce mois-ci, sachant que je travaille avec elle depuis pas longtemps, donc en fait, littéralement, l'une des priorités dans ses missions, j'écoute. Après minuit, c'est mon bébé. C'est mon projet number one en ce moment, mon coup de cœur. Vraiment, en fait, pour la vision que j'ai à moyen et long terme d'après minuit, c'est vraiment mon job idéal fois 1000, tu vois. Quand j'y mets tout ce que je veux faire sous le truc après minuit. Et je lui dis, en fait, ça commence par le fait que je veux créer des vrais moments de vraie vie, des moments d'humanité, des moments de partage. Je n'en peux plus de l'IA, des réseaux, des hooks, des machins, des trucs dans tous les sens. Est-ce qu'on peut se retrouver, en fait, entre humains, entre femmes, matures, adultes, dans un moment fun, dans un moment vrai, dans un moment où on se connecte, où on se touche avec la peau, avec les mains? Est-ce que c'est possible, en fait, d'avoir des éclats de rire, des fous rires, pleurer de rire? C'est possible, ça? C'est possible d'être inspiré aux larmes? C'est possible de sortir d'un moment de partage où t'es pas drainé, d'avoir la sensation d'avoir laissé ton âme et ton énergie tellement c'était énergivore et tellement c'était en surface et tellement c'était nul comme interaction? Je peux plus. En fait, je peux plus. Entre les interactions virtuelles et les interactions médiocres, moi, je suis asséchée, mon âme est asséchée. Et donc, comme je fais partie de ceux qui pensent que se plaindre, ça sert à rien, et que quand on n'est pas content de quelque chose, il faut proposer des solutions, je me suis dit, tu sais quoi, à la base, les rencontres après minuit, c'était à partir de la rentrée, nanana. Tu sais quoi, tant pis, en fait, il n'y a pas de rentrée. Il y a le mois de juin qui arrive. On va organiser une rencontre au mois de juin. Donc, je vous dis pas tous les détails, mais ça va se passer à Paris. Format dîner, une belle table, un bel endroit, on va bien manger. J'ai déjà validé le menu, ça va être trop bon. C'est dans un resto que j'adore, hein. Personnellement, j'y vais assez régulièrement, donc c'est vraiment valeur sûre. Et on va se retrouver autour d'une table pour parler, se rencontrer, ouais, s'inspirer, networker, voilà. Et je serai maîtresse des cérémonies, et voilà. Et ce sera un petit groupe de femmes. Et donc, pour pouvoir participer à ce dîner, pour pouvoir... voilà, être là tout simplement. J'ai prévu un petit formulaire, donc il faut vraiment que vous vous inscriviez en amont parce qu'en gros, je vais prévenir les femmes inscrites via ce formulaire en priorité. Vous allez recevoir en priorité le lien pour prendre votre place pour ce dîner. Et dans un second temps, si les places sont pas écoulées avec ce premier cercle, je vais partager sur mes réseaux, sur les réseaux d'après-minuit, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est que ce soit des personnes hyper impliquées, hyper investies, qui ont envie d'être là, qui ont vraiment quelque chose à... Voilà, où il y a une démarche intentionnelle, comme j'aime bien dire. Et donc, pour ça, j'ai mis ce petit formulaire. C'est pas du tout un truc de
candidature, mais c'est juste pour comprendre un petit peu pourquoi vous avez envie d'être là, qui êtes-vous, voilà, qu'est-ce qui vous donne envie dans l'idée de rencontrer les femmes de la communauté après minuit, pourquoi vous avez envie qu'on partage ensemble un dîner, qu'est-ce que vous pensez aussi vous pouvoir amener comme vibe, comme truc intéressant à ce dîner. Et donc voilà. Donc je vous mets le lien du formulaire dans la description du podcast, dans la description de la vidéo, que vous savez sur Spotify, YouTube, peu importe. Et voilà, si ça vous dit, si vous avez envie d'être là pour ce moment extrêmement privilégié, pour ce tout premier dîner après minuit, eh bien ça se passe en description. Et si vous n'êtes pas à Paris, pas de panique, parce que justement l'une des questions, c'est de savoir où vous habitez, parce que je ne compte pas limiter ces dîners uniquement à Paris. Et donc si je vois qu'il y a une destination qui ressort, etc., j'hésiterai pas à organiser des dîners ailleurs pour qu'on puisse aussi se rencontrer ailleurs qu'à Paris. Voilà, les filles. Je suis trop excitée. Franchement, je suis trop contente. Ça fait vraiment partie des gros ups de la période que je vis en ce moment, du business et tout ça. Je suis trop contente de développer après-midi. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... en fait, c'est vraiment l'aboutissement de ma vision un peu ultime après minuit. C'est vraiment mon projet de rêve. Et bon, pour le coup, vous savez pas tout ce qu'il y a dedans, mais comme je vous disais, quand je vois la big picture, il y a vraiment tout ce que je veux créer avec un projet, c'est dans après minuit. Donc voilà, ça va arriver, c'est dans le pipe, c'est dans la roadmap. Mais non, franchement, ça va être génial. Sinon, à part ça, je vous avoue que je suis un peu dans une période un peu comme la météo, c'est-à-dire un jour c'est wouh, lumineux, fun, plein d'entrain, plein d'énergie. Et d'autres jours, j'ai juste envie d'être sous ma couette avec une rom-com et des pop-corn et de couper mon téléphone et d'être solo et qu'on me fasse pas chier. Et en fait, je pense juste que c'est lié au fait que je suis assez ambivertie, mine de rien. C'est-à-dire que je suis quand même assez introvertie et extravertie. De manière différente, ça se manifeste différemment. Genre, j'ai vraiment besoin d'être seule pour retrouver mon énergie, retrouver mon centre et tout ça. Et en même temps, j'adore les interactions avec les autres à condition que ce soit des interactions de qualité. Et avec des personnes que je value pour X ou Y raison. Mais en fait, je suis en train de me dire, à mesure que je vous parle, que c'est peut-être parce que justement la météo est hyper changeante, que mon humeur est changeante, parce que je suis quand même très liée à la météo, à mon environnement. Et c'est vrai que là, Paris joue un peu avec nos nerfs, si je peux me permettre. Voilà, on est au mois de mai et vraiment genre un jour sur deux, soit c'est l'été, il fait 25 degrés, t'es dans le marais, en terrasse, tu te promènes, c'était littéralement ma journée de vendredi de la semaine dernière. Voilà, j'étais avec Meryl, on s'est promené dans le marais, il faisait beau, terrasse, soleil, papotage, gossip, voilà, tchac, tchic, tchac, tchac, c'était trop bien. Petit shopping et tout. Et en fait, 2 jours plus tard, t'es là, parapluie, tempête, comme ça, t'as sorti tes écharpes, ton pull, tes polaires. Non, flemme, tu vois. C'est chiant. Et en fait, j'ai vraiment, là, il y a pas longtemps, recréé un peu toutes mes routines à partir du fait que justement on était au printemps et que là, il allait faire beau. Exemple, tous les jours, en ce moment, je vais marcher. Franchement, au moins, entre 1 heure et 2 heures par jour, je vais marcher. Et en fait, mon bloc de temps, email, WhatsApp, Telegram, DM, que je fais à peu près 1h30 par jour, justement, je l'ai modifié je fais toutes ces choses-là, mais en marchant maintenant. Parce que je me suis dit, ça y est, on arrive sur une période de 5 mois, il va faire beau, nouvelle routine pour les 5 mois qui viennent. Frère, il pleut. C'est une blague ? C'est une blague ? Non, franchement, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc voilà, c'est ça, en fait, j'aime pas quand je prends des nouvelles habitudes et que j'ai mes petites routines et que je suis bien et que truc. Et hop, l'environnement... l'univers en décide autrement. J'aime pas du tout parce que t'as capté que moi j'aime bien contrôler un peu les choses quand même. J'aime bien maîtriser, j'aime bien que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe. Et donc quand je contrôle pas et que les éléments sont contre moi, ça ne me plaît pas. Voilà. Dans la longue liste de mes problèmes, n'est-ce pas ? J'ai une vie vraiment très compliquée. Non, donc c'était un peu un mood un peu ambivalent. D'ailleurs, l'une des choses qui est super... en fait, dès que j'ai un mood un peu... flanchant qui flanche, tu vois, qui est un peu bancal comme ça, il y a une manifestation très concrète de ça, c'est que je suis en panne de lecture. La lecture, c'est vraiment mon activité de quand je suis bien.
Et tu vois, j'ai envie de lire, je suis là. Et pour le coup, c'est une activité qui peut être cosy. C'est-à-dire que même s'il pleut et tout, pour le coup, ça peut me redonner envie de lire. Mais, mais en fait, il faut pas que je sois dans une période où j'overthink tout un tas de choses. Et vous allez voir avec le thème de cet épisode que je n'ai toujours pas commencé à aborder après 10 minutes. Of course. Que ouais, la lecture, c'est une activité que j'adore. Ça fait des années que je vous fais des recommandations lecture, etc. Je lis beaucoup. Mais là, par exemple, guys, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas lu un livre. Et j'ai débloqué, il y a 4 jours, ma panne de lecture avec une autrice, un livre que j'adore, so far, puisque je l'ai commencé il y a 2 jours et je suis déjà à la moitié. Et en fait, cette autrice, donc c'est vraiment de la rom-com, mais version livre. Donc c'est rare que je vous partage ce genre de livre, mais franchement, j'en lis de temps en temps. Et en fait, c'est l'autrice qui s'appelle Abby Jiménez et qui avait écrit, attendez, j'essaie de le voir dans ma bibliothèque, Le temps d'un été. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce livre, mais il est trop bien, vraiment. Je l'ai lu quand j'étais à l'île Maurice et je l'ai dévoré. Genre, tu sais, j'étais triste quand je l'ai fini parce que j'aurais aimé reset mon cerveau pour de nouveau ne pas le connaître et le redécouvrir. Vraiment, j'avais adoré ce livre. Encore une fois, on est dans un registre livre léger que tu lis comme ça, mais où il y a quand même vraiment de la profondeur, il y a la consistance. C'est pas juste un page turner. Tu vois, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup plus déjà rom-com, mais aussi c'est mieux écrit que Une femme de ménage, tu vois. Mais ça a tout autant ce côté page-turner que La femme de ménage, tu vois. Donc pour moi, c'est un vrai bon mix. Et donc j'avais cherché un livre de la même autrice, voilà, à la librairie l'autre fois, et j'en ai trouvé un, Abby Jiménez, Ton monde et le mien. Voilà. Et donc c'est une petite rom-com. Voilà, entre une femme assez sophistiquée qui est médecin, qui a un super gros poste, qui vient d'une super famille bourgeoise, etc. Et lui, mec tu vois, le mec un peu roots, un peu bûcheron, qui habite avec son chien à 3 heures de la ville, et c'est vraiment le mix des deux mondes, mais ils se retrouvent par leurs sentiments, évidemment, hein, on est sur une rom-com, mais il y a aussi un truc un peu spicy, tu vois, c'est un peu coquinou, et en même temps, donc il y a pas mal de séduction, il y a quand même, voilà, c'est vraiment cool, et franchement, ouais, je l'ai commencé il y a 2 jours à peine, et je suis à la page 200, et c'est un banger, pour l'instant, vraiment trop chouette, sachant qu'en plus, page 200, alors que, là, ces derniers jours, je suis allée au ciné, au théâtre, enfin, j'avais quasiment un truc prévu chaque soir, un dîner, un truc, donc j'ai pas eu beaucoup de temps libre, et malgré ça, genre, in between, je disais, je veux savoir la suite, et pour tout vous dire, je suis même un peu genre contente qu'il fasse moche cette semaine. Comme ça, je vais pouvoir avoir plein de moments un peu genre sous la couette avec mon livre. Donc ça, c'est cool. Abby, elle m'a débloqué ma panne de lecture. Et pour ça, Abby, je te remercie chaleureusement. Bon, voilà. Maintenant qu'on a tourné autour du pot, qu'on a fait un tour de rond-point, 2 tours de rond-point, 3 tours de rond-point, guys, la trentaine, c'est le bordel. Hein. Ah, la trentaine, c'est compliqué. Hein. Non, vraiment. Pour remettre un peu de contexte, donc j'ai 33 ans, donc je suis vraiment dans une trentaine bien installée. Tu vois, début de trentaine, mais quand même bien installée. Et en fait, je trouve qu'il se passe trop de choses pendant cette décennie. Elle est hyper... elle est hyper riche, hyper complexe. Et j'ai essayé de me demander, en fait, mais pourquoi c'est une décennie aussi... aussi ambivalente, déjà ça c'est le premier mot. Une décennie aussi complexe, c'est le deuxième mot. Une décennie aussi révélatrice, c'est le troisième mot. Et qu'est-ce qu'elle nous renvoie de nous en tant que femmes ? C'est un peu ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il est vraiment bon ce matcha. Le combo matcha cérémonie, un tout petit peu de sirop de vanille et lait de coco, bien glacé comme ça là, bien vert comme ça avec un matcha de qualité, c'est absolument délicieux. J'adore. Donc ouais, je vous disais déjà, en fait je trouve que la trentaine c'est vraiment une décennie qui contraste en fait énormément avec la vingtaine, qui selon moi est la décennie en fait de l'exploration. Tu vois, dans l'imaginaire que l'on se fait, la vingtaine, tu
explores, tu expérimentes, tu te formes, tu fais des études, tu fais des Erasmus, tu vois, tu tentes plein de trucs sans jamais te préoccuper de l'outcome, du résultat, de très concrètement comment ça va se concrétiser, comment ça va se traduire dans ma vie d'adulte, etc. Il y a moins d'enjeux, quoi. Et dans la trentaine, dans l'imaginaire, encore une fois, que l'on s'en fait globalement dans la société, je trouve, il y a ce truc de, ok, bon, ben, j'ai eu ma dizaine d'explorations, d'expériences, j'ai tenté des trucs, et dans la trentaine, je convertis l'essai, je passe à l'action, je bâtis, je transforme, en fait, toutes ces explorations en assets tangible, tu vois. Je rends tangible, je rends effectif toutes mes explorations, tous mes apprentissages, etc. Et je trouve qu'on a tendance à vachement marquer ce truc-là, notamment dans les attentes qu'on a, tu vois, collectivement et individuellement. Pour le coup, pour les deux genres, je trouve, bon voilà, t'as kiffé, t'as exploré, t'as machin dans ta vingtaine, et puis maintenant dans ta trentaine, j'attends de toi, tu vois, que ce soit les parents, le j'attends de toi, ça peut être la société, les parents, les potes, peu importe, tu vois, mais en tout cas, il y a ce truc un peu collectif qui est renvoyé de bon, maintenant, t'en fais quoi? Et ça sert à quoi? C'est comme si chaque chose, chaque décision, chaque action doit avoir une conséquence claire, une notion de finitude, une notion de conséquence, de résultat, tu vois. Genre, tu peux pas juste faire les choses seulement par exploration, il faut qu'il y ait une sorte de résultat. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'observe vachement, tu vois, chez mes copines, quand on discute, par exemple, des mecs et des relations, il y a vachement ce truc de non, mais si ça peut pas être mon futur husband, je vais même pas au date, tu vois. Alors, si j'arrive pas à me projeter avec lui pour être le père de mes enfants ou pour être la personne avec qui je vais me marier, j'y vais pas, je next direct, je tente même pas la conversation, en fait, ça sert à rien. Et il y a vachement cette phrase qui revient de ça sert à rien. Et sincèrement, c'est un truc que je vois aussi chez les mecs dans la trentaine, tu vois. Quand je parle avec mes potes, il y a vraiment ce truc aussi chez les mecs de non, mais je sais pas, je me vois pas avec cette fille, genre dans 10 ans, je la vois pas comme la mère de mes 20 enfants, je la vois pas, genre, je me vois pas me marier avec elle, donc next, tu vois. Alors, un peu moins que les femmes, je trouve, mais il y a quand même ce truc-là. Et en fait, moi, dans mon cas, ce qui est un peu particulier, c'est que, alors, je me suis quand même autorisé pas mal d'exploration dans ma vingtaine, mais plus une exploration de fond sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi et tout ça, mais dans, on va dire, la structure de ce qu'a été ma vie, moi, ça a été un peu l'inverse, guys. J'ai vraiment vécu ma vingtaine, limite moi, comme une quarantaine, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu une vie dans ma vingtaine, à partir de 23 ans, jusqu'à 31 ans, à peu près 32 ans. Ouais, 23-32, moi, j'ai eu une vie très rangée. Hyper stable, vraiment, genre, tu vois, vie de couple, le chien, la maison de campagne, les vacances au ski l'hiver, les vacances en Corse l'été, vraiment très ritualisé, un lifestyle hyper sain, la famille, la belle famille, quelques voyages. C'est pour ça que je dis que j'ai quand même exploré, parce que j'ai quand même bien voyagé et tout, mais moi, ma vingtaine, à partir de 23, ça a été vraiment quelque chose de très stable, très rangé, très lisible, très prédictible, très statutaire, très performance sociale, etc. Tu vois, il y avait ce truc de... J'ai un peu coché quasiment toutes les cases. Alors, avec envie, c'était génial. Enfin, j'ai adoré ma vingtaine telle qu'elle a été. Et c'était... Enfin, tu vois, j'ai vécu, franchement, les plus belles années, etc. C'était génial. Et ça m'a pas empêché d'ailleurs de, comme je vous disais, explorer aussi individuellement. Il y a plein de choses que j'ai expérimentées. J'ai monté une boîte, j'en ai revendu une autre, j'ai remonté ensuite une autre boîte, j'ai repassé des diplômes, tu vois, donc j'ai fait quand même pas mal de choses, ça n'a pas été linéaire, ça a quand même été très 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 riche, il y avait du foisonnement, mais globalement, j'ai eu une vingtaine qui était plutôt comme une trentaine ou une quarantaine. Franchement, presque comme une quarantaine, excepté les enfants, parce que voilà, j'ai pas eu d'enfants, et que, bon, le sujet des enfants, c'est encore autre chose, d'ailleurs, j'ai prévu de faire vraiment un épisode là-dessus, sur la maternité, le rapport aux enfants, après 30 ans, tout ça, mais ouais. Et en fait, là, ma trentaine, et d'ailleurs, vous l'avez vu, parce que déjà ça fait 6 mois, j'ai fait le tour du monde, voilà, mais là, je suis dans une phase où, à l'inverse, je vis un peu
comme, entre guillemets, l'idée qu'on se fait d'une vingtaine. Donc, je fais beaucoup de voyages solo, je tente des trucs, j'ai des aventures rocambolesques. Franchement, ma vie... Alors, j'ai toujours une vie très romanesque, sincèrement. D'ailleurs, j'en parlais hier. Putain, j'en parlais hier avec un groupe de potes. Et puis, bref, il y avait ma mère et tout, bref. Mais, en fait, j'ai vraiment... j'ai vraiment une vie romanesque. C'est-à-dire que vraiment, mes copines les plus proches qui connaissent genre tous les détails croustillante, elles me disent mais toi, faudrait écrire une série Netflix sur ta vie. Pas que je suis en mode ah waouh, je suis si intéressante que ça. C'est juste que sincèrement, mon destin, l'univers, je sais pas pourquoi, m'a mis dans cette incarnation-là une vie archi romanesque. Et j'ai l'impression vraiment d'être un personnage de livre ou de film. Il m'arrive que des trucs un peu hors normes dans tout. Et je pense que c'est aussi quelque chose que allez, je vais utiliser un terme que vous aimez bien, que je manifeste. Alors, pas dans le sens ésotérique du truc, vous me connaissez, mais dans le sens où je fais aussi des choix qui sont assez romanesques, j'ai moi-même un rapport à la vie qui est très romanesque, je romantise beaucoup mon existence, je mets beaucoup de magie dans un peu tout ce que je fais, je suis très attentive aux détails, je suis très folle, hein, je suis très intense. Hein, là, vous me voyez comme ça avec mon petit piche après minuit, nana. Je suis quand même assez intense comme fille dans la vie privée, on va dire, dans la vraie vie privée. Et donc ça me mène souvent à des situations très waouh. Et même, tu vois, dans le cadre du couple, et d'ailleurs ça a été vrai à tous âges en fait, je me rends compte, mais j'ai toujours vécu des histoires d'amour assez romanesques, intenses, magnifiques. Tu vois, j'ai jamais ce truc qu'on décrit parfois, tu vois, les mecs nonchalants, les mecs pas de surprise, pas d'attention, pas ceci. Moi je connais pas ça, j'avoue. Voilà, j'ai vécu que des trucs de malade, des surprises toutes plus folles les unes que les autres. J'ai déjà été la muse de quelqu'un. Tu vois, donc il y a déjà... Enfin, il y a eu tout ce truc-là aussi dans mon historique de vie qui fait que... voilà, j'ai ce rapport-là à la vie. Mais bref, grande digression pour vous dire que je trouve que ce qui est très difficile quand, du coup, tu continues à vivre ou tu vis pour X ou Y raison ta trentaine comme une exploration, comme une expérimentation, où en fait tu n'es pas... comment dire, où en fait tu as envie de t'autoriser à continuer cette dynamique-là qui est à la base dans la vingtaine, ben c'est beaucoup plus difficile. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile ? Pourquoi c'est plus vertigineux d'avoir ce rapport à l'existence dans la trentaine, alors que, déjà par définition, tu vois, rien qu'avec mon parcours à moi, make sense, puisque j'ai un peu inversé les trucs, tu vois, mais au-delà de ça, c'est... il n'y aurait pas de règles, en fait, tu vois, tu peux vivre tellement de choses à différents moments de ta vie, donc je me suis vraiment demandé pourquoi il y avait cette difficulté-là dans la trentaine. Et en fait, déjà, j'ai identifié un paradoxe. C'est que dans la trentaine, tu peux faire beaucoup plus de choses parce que tu as beaucoup plus de ressources. De ressources financières, morales, mentales, environnementales, relationnelles, etc. Tu te connais mieux, tu sais ce que tu veux, tu as les possibilités, en tout cas beaucoup plus que dans la vingtaine, de tes rêves et de tes objectifs. Mais la durée de vie de tes décisions est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'impact de tes décisions sur ta vie ont un caractère beaucoup plus long-termiste et définitif dans ta trentaine que par exemple dans ta vingtaine. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, le choix de ton partenaire amoureux dans la trentaine, ne serait-ce que parce que si tu veux des enfants, c'est un truc que tu auras à vie, ou si tu veux acheter une maison, etc., c'est des projets qui t'engagent plus longtemps. Et même dans le renoncement de certains choix, si tu veux pas d'enfants et que tu décides de pas en faire dans ta trentaine, c'est une décision que tu devras assumer pour le reste de ta vie, tu vois. Si tu décides de t'expatrier dans ta trentaine, ça a beaucoup plus de conséquences de faire une année d'Erasmus dans ta vingtaine. Si tu décides...
de prendre un job dans ta trentaine, ne serait-ce que parce que par rapport au niveau de responsabilité que tu auras, par rapport au salaire, au revenu que tu auras, etc., ça aura plus de prise, plus de conséquences, plus de poids, plus d'ancrage dans ta vie que les éléments de la vingtaine. Parce que par définition, par exemple, quand t'es dans ta vingtaine dans une boîte, t'es un junior, tu vois. Versus quand t'es dans ta trentaine dans une boîte, généralement t'es cadre, responsable, voire directeur. Et donc il y a, en cas de changement, plus à perdre, plus d'enjeux, plus de responsabilités, etc. Et donc tout ça, ça crée un rapport au choix et aux décisions qui est beaucoup plus prégnant, tu vois, beaucoup plus prenant, beaucoup plus vertigineux, beaucoup plus oh waouh, tu vois. Et donc déjà ça, en fait, ça crée plus de pression. Moi, je trouve que dans la trentaine, on a plus de pression. Et c'est particulier parce que je trouve que c'est aussi une dizaine qui est trop kiffante. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis dans la trentaine et en vrai, j'ai vécu des choses exceptionnelles, des voyages exceptionnels. Mes relations, elles sont beaucoup plus qualitatives. Tu vois, j'ai vécu des moments de vie, mais à couper le souffle. Je sais beaucoup mieux m'affirmer, je sais beaucoup mieux ce que je veux. Je suis beaucoup plus connectée à mon corps et à mon plaisir. Je suis beaucoup plus libre. J'envoie les gens chier. Je subis pas. J'ai plus d'argent. Enfin, tu vois, je me connais, je connais mon corps, je connais mon style. Je connais mes cheveux, je sais m'occuper de mes cheveux. Enfin, tu vois, c'est des trucs à la con. Mais en fait, tout est mieux dans la trentaine, sincèrement. Et en même temps, il y a aussi beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de putain, de overthink, tu vois. Alors que dans la vingtaine, t'es là, bon, vas-y, je vis, on verra en fait, tu vois, on verra. Et dans la trentaine, même quand tu veux conserver ce truc de on verra parce que tu as conscience que la vie, en fait, c'est une expérimentation du jour 1 au dernier jour, tu vois, et que en vrai, il n'y a pas de règles. Et cette sagesse-là, d'ailleurs, quand tu parles avec des personnes plus âgées, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, tu te rends compte que l'esprit ne vieillit pas. Le corps vieillit, mais l'esprit ne vieillit pas. Quand je discute avec des personnes de 60, 70 ans, 80 ans bientôt, je me rends compte à quel point l'esprit ne vieillit pas et on reste les mêmes au fond. C'est notre corps qui vieillit, mais on garde souvent les mêmes rêves. Voilà, et moi quand je discute avec ces gens-là, parce que ça m'intéresse vraiment tout ce qui est intergénérationnel, tu réalises qu'en fait, ils regrettent jamais d'avoir exploré, d'avoir vécu, et ils continuent d'ailleurs à vivre et à explorer, à tenter, à s'émerveiller, à avoir des projets quand ils ont 60, 70 ans, 80 ans. Mais vraiment, ça s'arrête jamais en fait. Mais for some reason, on se dit, oh là là, moi dans ma trentaine, il faut que je décide tout, que j'ai toutes les réponses, que je trouve toutes les trucs, et que je construise tout nickel. Parce qu'après, en fait, comme si après la vie, ça quoi, à 39 ans, ça s'arrête. À 40 ans, il faut que vraiment ça y est. Et puis en fait, t'arrêtes de construire, t'arrêtes d'explorer, t'arrêtes d'essayer, t'arrêtes de tenter, t'arrêtes de... Ben non. Non. Et vraiment, et puis j'ai aussi cette chance, je vous avoue, avec mon métier. Tu vois, aujourd'hui, j'ai eu plein de coaching. C'est une journée coaching, donc là, on est en fin de journée et tout. J'ai eu 5 coachings aujourd'hui, dont 3 avec des personnes, hommes et femmes, de plus de 45 ans. Entre 45 et 65, grosso modo. Et je vois à quel point les problématiques, les questionnements, les élans, les voilà, sont les mêmes. Et moi, j'ai le privilège d'avoir accès à cela avec mon métier, au background des gens, tu vois, derrière le masque, les questions qui se posent, leurs inquiétudes, leurs élans, leurs envies. Et voilà, en plus, moi, j'ai un lien vraiment de très grande intimité, de très grande confiance avec mes coachés, donc ils me verbalisent souvent ce qu'ils considèrent comme inavouable dans toutes les autres sphères de leur vie. Et je me rends compte à quel point, en fait, mais vraiment... ces histoires de décennies, de chiffres et tout, c'est de la poudre aux yeux, c'est faux, en fait. Et en même temps, tu vois, tu vis dans un monde, dans une société qui a aussi des conditionnements, qui a aussi des croyances, qui t'amènent à penser aussi de cette manière-là. Et en fait, t'es tenté de vouloir décaper ces conditionnements-là. Attendez, je fais une petite pause matcha. Trop bon. T'es tenté de vouloir décaper ces conditionnements-là. Et en même temps, on pourrait se demander, mais est-ce qu'ils sont vraiment mauvais, tu vois ? On parle de déconstruire. Est-ce que c'est toujours nécessaire de déconstruire ? Est-ce que c'est toujours souhaitable ? Tu vois ? Et est-ce que finalement, on n'a pas aussi des héritages de notre civilisation, de notre culture, de notre famille, de notre éducation qui sont bien ?
et qu'on pourrait avoir peut-être envie de garder aussi, tu vois. Je pense à des amis à moi qui ont suivi un schéma plus traditionnel, tu vois. Voilà, carrière, corpo, mariage, enfant, tu vois, vraiment un chemin extrêmement classique et dans lequel il s'épanouit par ailleurs, tu vois. Donc c'est pas... moi, je suis pas dogmatique sur ça, en mode ça doit être comme ça doit pas être comme ça, tu vois. J'ai aucune leçon de bonheur à donner à personne parce que pour moi le bonheur, la réussite, ce sont vraiment des éléments tellement singuliers qu'il faut surtout avoir le courage de les créer à partir de qui on est, de ce qu'on ressent, de nos valeurs, de nos besoins, de notre liberté intérieure. Pour moi c'est ça et ça doit toujours rester ça le point de départ. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et d'ailleurs, je trouve que l'un des éléments qui fait que ce n'est pas simple, c'est que en fait dans la trentaine, en tout cas dans mon entourage c'est le cas, tu as beaucoup plus de conscience. Dans la trentaine, tu as beaucoup plus de conscience. Conscience de qui tu es, conscience de tes besoins, conscience de tes limites, conscience de ce qui te fait vibrer, à l'inverse de ce qui t'agace. Et donc le fait d'avoir beaucoup plus de conscience de soi, mais aussi beaucoup plus de poids sur tes décisions, mais aussi beaucoup plus d'enjeux vis-à-vis de tes choix. Parce que le point de départ, il est beaucoup plus clair. Il est beaucoup plus intentionnel. T'es pas comme ça voilé avec toutes tes illusions, tous tes masques sociaux, tous tes conditionnements. Et donc, tu veux faire des choix qui respectent ce niveau de conscience. Tu veux faire des choix qui soient vraiment à l'image de ce que tu sais désormais de toi. Mais ça, c'est hyper dur et ça te met une pression de malade en fait. Parce que oui, tu te connais mieux et du coup aussi, t'es beaucoup plus exigeant, t'es beaucoup plus à l'écoute, tu es beaucoup plus clairvoyant. Mais en même temps, ça te renvoie aussi à justement tes limites, ton exigence, peut-être parfois même des éléments où tu vas être un peu intransigeant. Enfin, tu vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Donc ouais, moi, je mets tout ça un peu dans la balance de me dire, ouais, la trentaine, la trentaine, c'est un délire quand même. Et ouais, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. En plus, bon, vous le savez, moi, le mix entre le fait que je travaille beaucoup sur moi, plus mon métier, plus, voilà, je suis quelqu'un aussi qui, dans mes cercles amicaux et tout ça, je vais aussi beaucoup avoir le rôle de confidente, de sparring partner, enfin, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de data. J'ai beaucoup de data entrantes. Moi-même, je crée beaucoup de data parce que, guys, moi, je suis la reine des overthinkers, tu vois. Et c'est pas simple de naviguer avec tout ça, avec toute cette data, tout ce... C'est pas du bruit, j'allais dire ce bruit extérieur, mais c'est pas du bruit, c'est juste une réalité, tu vois, c'est que plus tu travailles sur toi et plus tu en plus travailles dans ce domaine et plus tu as un niveau de conscience qui est accru, un niveau de lucidité qui est accru, moi en plus une hypersensibilité qui est accrue, ça fait beaucoup de paramètres à respecter et ça rend la tâche, alors pas difficile, parce que je j'ai pas le sentiment que ce soit difficile, tu vois. Mais juste quand j'observe autour de moi, je trouve que la trentaine, elle est exigeante. Voilà, elle est exigeante. Elle nous pousse dans nos retranchements. Elle nous met dedans, tu vois. Et peut-être que c'était d'ailleurs, je suis en train de réfléchir avec vous à votre, tu vois, c'était peut-être un peu la crise de la quarantaine, mais des générations précédentes. C'est juste que nous, les millennials, on est vraiment la génération pivot qui vivons tout plus vite, qui avons vraiment aussi redéfini les codes de plein de choses, de la réussite, du monde du travail, de l'ambition, des relations, etc. Et je pense que les millennials, ils vivent leur crise existentielle, je pense plus dans la trentaine que dans la quarantaine. Je suis en train de penser à ça, là. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'en fait, nos parents et nos grands-parents, juste, ils se posaient pas autant de questions. Hein. En fait, ils faisaient des enfants comme ça. Enfin, tu vois, il y a... Franchement, no offense, hein, pour la génération de nos parents et grands-parents. Mais la vérité, ils étaient bourrés de trauma, ils avaient jamais vu une psy, ils se mariaient, ils faisaient des gosses, ils se lançaient dans des carrières, ils se posaient pas tant de questions. Mais bon, j'ai envie de te dire, en même temps, quand on voit le résultat, je sais pas si c'était mieux avant, hein. Parce que c'est quand même toute cette génération aussi qui a généré tout ce management toxique en entreprise, qui a généré les parents qui nous ont fait à nous hériter de quand même certains traumas que nous ensuite allons régler, tu vois, en thérapie. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait faire une pétition, c'est à nos parents de payer la thérapie en fait à ce stade. Non mais tu vois ce que je veux dire, il y a un truc quand même un peu
Bon, c'était pas mieux avant. Ça semblait peut-être plus simple. Les gens se posaient peut-être moins de questions. Mais est-ce que c'était mieux? Je ne pense pas. Tu vois? C'était plus facile. Dans le sens où, bah oui, quand t'es moins conscient, c'est plus facile d'apparence, c'est moins inconfortable, c'est moins... Voilà, c'est plus automatique, tu te tritures moins le cerveau, tu fais moins d'insomnie. Mais est-ce que c'était mieux? Non, c'était juste moins conscient. C'était juste plus automatique, c'était juste plus conditionné, la vérité. Tu vois? Donc, ouais, je trouve que c'est pas simple d'être une personne de 30 ans. Et je dirais même d'être une femme de 30 ans, en fait, hein, parce que... D'ailleurs, je trouve que il y a une différence dans la trentaine féminine et dans la trentaine masculine. Je trouve que je trouve que il y a un fossé qui se crée entre les hommes et les femmes dans leur trentaine là. Notre génération là, on a l'impression que tu vois, ça fait comme ça, genre ils parlent pas le même langage. J'ai l'impression que c'est des carrés et des ronds qui essayent de rentrer les uns avec les autres sans faire de mauvais jeux de mots. Mais ça marche pas. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que il y a un décalage entre les hommes et les femmes de cette génération-là actuelle qui a 30 ans, où, je sais pas, il y a un virage qui a été loupé quelque part. Et j'ai l'impression que les hommes ont vachement de mal à comprendre aujourd'hui ce qu'est une femme à 30 ans, dans sa trentaine. Quelles sont ses attentes, quels sont ses rêves, ses aspirations. Qu'est-ce qu'elle attend aussi d'un homme, qu'est-ce qu'elle attend de la masculinité. Qu'est-ce que la masculinité à ses yeux. Et je pense qu'eux-mêmes se questionnent beaucoup là-dessus. Et j'ai beaucoup d'hommes qui viennent se confier sur Instagram, des hommes vraiment... moi, je suis assez admirative, assez vulnérable, très confiant, très responsable finalement dans l'écoute de leurs problématiques et de leurs vulnérabilités, qui me confient ça, qui me confient ce truc de... Mais en fait, moi, je sais plus quel type d'homme être pour plaire, satisfaire une femme de 30 ans aujourd'hui, enfin dans la trentaine. Je sais pas en fait ce qu'on attend de moi. Est-ce que je dois faire le premier pas ou est-ce que je dois la laisser tranquille? Est-ce que je dois respecter ses ambitions mais en même temps la soutenir en même temps... Enfin, tu vois, il y a un truc de je sais plus comment me positionner en tant qu'homme, je sais plus comment être un homme viril, qu'est-ce que la virilité, qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce qu'on attend de moi. Alors ça, ce sont les hommes qui se questionnent et qui sont quand même conscients. Bon, les autres, ils vont basculer dans un truc un peu de, bon ben, une forme de misogynie, tu vois, mais ouais, j'ai l'impression que le rapport homme-femme aussi dans la trentaine, il est moins simple. Et comme si comme s'il y a une forme de rigidité de part et d'autre qui empêche la rencontre, mais la vraie rencontre. La rencontre d'humain à humain. Comme si c'est masque contre masque, checklist contre checklist, attente contre attente. Et en fait, ça cristallise un espèce de truc un peu particulier. Donc ouais, je pose ça là. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je serais curieuse d'avoir aussi votre avis, les filles en commentaire et tout ça, mais c'est un truc que j'ai observé aussi. Et il y a un autre truc que j'ai observé aussi, c'est que j'ai l'impression que tout se codifie. Alors je vais m'expliquer. Je bois un petit peu matcha, je m'explique. En fait, j'ai l'impression que tout se codifie dans le sens où il y a des petites étiquettes, un peu de storytelling de soi pour toute version de la trentaine. C'est-à-dire qu'il y a plus de cases, mais il y a quand même des cases en fait. C'est-à-dire il y a la boring 30s, tu vois. Donc là, les trentenaires boring, ça va être les filles qui revendiquent, tu vois, une espèce de DA où c'est j'aime trop être chez moi avec mon petit thé, mon chien ou mon chat, mon petit livre, ma petite rom-com, me faites pas chier, je suis dans ma vie un peu de grand-mère, mais c'est trendy, je le romantise, j'allume ma petite bougie, je suis bien, je sors pas. Un peu le boring 30s, un peu sexy comme ça, tu vois. Et on le romantise et on le met comme ça en storytelling. Et donc ça, c'est la première version de la trentaine. Et puis il y a une deuxième étiquette qui serait un peu le messy 30s, tu vois. Donc la messy 30s, c'est tu vois, la trentenaire un peu messy à la Carrie Bradshaw qui sort avec ses copines, clope. Je rentre à 5h du mat, je me tape un petit mec de 23 piges. Voilà, je suis libre, c'est fun, j'ai mon taf. En même temps, je suis à mon compte, j'ai de la thune, je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois, elle est un peu messy. Voilà, elle rentre pieds nus, elle a ses escarpins dans son sac. Enfin, tu vois, elle est un peu messy, mais
elle est puissante, elle est libre, et elle s'assume comme ça, etc. Donc ça, c'est la deuxième case, tu vois. Et puis, tu as une troisième case qui va être plutôt la tradi 30s, tu vois. Donc, elle est plutôt tradi, elle est mariée, mari, enfant, voilà, elle cuisine, elle fait son matcha, elle est à la maison, elle a un trop bel intérieur, elle range, machin, elle est heureuse dans sa quiet life, slow life, tu vois, elle fait de l'aquarelle, elle va faire le jardinage avec ses gosses, tu vois. C'est 3 exemples, mais je trouve que ces exemples-là, ils sont hyper révélateurs de... En fait, dans la trentaine, il faut que tu choisisses ton camp. Genre, tu vois, c'est toi, soit t'es la messy girl, soit t'es la tradie, soit t'es la boring, ou alors, tu sais, t'es la baroudeuse. Genre, j'ai 30 ans, j'ai quitté mon CDI, je suis partie vivre à Bali, je suis digital nomade, je vadrouille, je suis un peu zen, tu vois, spirituelle. Tu vois, mais à chaque fois, c'est comme si une case... Alors, ok, il y a plus de cases, mais c'est quand même des cases, tu vois. C'est quand même des cases. Et autant dans la vingtaine, on n'attend pas de toi que tu performes une seule identité, autant j'ai l'impression que dans la trentaine, il y a un peu ce truc de « Who are you ?» Dis-moi, en fait. C'est qui ton avatar? Genre, toi, t'es une Carrie Bradshaw, t'es une Samantha Jones, t'es une Monica dans Friends, t'es une Rachel. Who are you? Tu vois? Et... Je dis pas que c'est mal en vrai, parce que moi, par exemple, je vais m'identifier vachement à certains profils, tu vois. Forcément, je vous ai déjà dit 1000 fois mes séries préférées. D'ailleurs, les exemples que je donne sont mes séries préférées, tu vois. Alors, je suis fan de Sex and the City, je suis fan de Friends. J'ai un peu mes go-to comme ça. En plus, moi, je suis vraiment de la team qui regarde encore et encore et encore les mêmes comfort shows. Tu vois, je regarde les mêmes séries en boucle, les mêmes films en boucle. Diable s'habille en Prada. Le nouveau stagiaire, j'adore le personnage de Jill, je crois. Elle a sa start-up dans les fringues à Brooklyn et tout ça. C'est typiquement, tu vois, une des meufs voilà, que j'aime bien dans les personnages. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, à chaque fois, il y a une sorte de case. Il y a aussi, ouais, effectivement, tu vois, je suis en train d'y penser à mesure que je te parle, mais un peu tu sais, la trentenaire, start-upeuse, hyper, boss lady, voilà, la girl boss dans la trentaine, got it all together, tu vois, machin. Et voilà, je trouve ça un peu... En fait, je trouve ça un peu rigide, et je crois qu'il faut aussi accepter que t'es pas du tout obligé, déjà, de performer qu'une seule identité, d'avoir toutes les réponses dans ta trentaine, et que rien n'est figé et que tu peux tout autant explorer. Et tu vois, moi en l'occurrence, j'ai une vingtaine qui ressemble à une trentaine ou une quarantaine. Là, j'ai une trentaine qui ressemble plutôt à, entre guillemets, ce qu'on pourrait s'imaginer d'une vingtaine, mais en vrai, oui et non, parce que si je suis dans un cadre professionnel, par exemple, qui est hyper exigeant, où j'ai énormément de responsabilités, où je fais des projets d'envergure, ça, tu le fais pas dans ta vingtaine, tu vois. Pour le coup, ça, tu le fais plutôt dans la quarantaine. Donc, en fait, c'est pour vous dire que je pense qu'il faut accepter aussi qu'on est dans un monde où les lignes sont beaucoup plus floues, où il y a plus de mobilité, d'agilité, en fait, de liberté dans la manière dont on construit sa vie aujourd'hui, et que c'est génial, en fait, et qu'on ne devrait pas se sentir coupable de construire et de créer avec cette liberté-là. C'est un pouvoir, et c'est pour le coup... nos ancêtres, les femmes des générations précédentes, elles sont mortes pour ça, elles se sont mises en danger pour ça, elles ont fait des révolutions pour ça, pour qu'on puisse aussi jouir de ces droits-là. Et je me dis, mais girls, en fait, profitons-en et construisons avec ces nouveaux codes, ce nouveau paradigme, ces nouvelles règles du jeu. C'est comme si à chaque fois, tu sais, genre, les femmes des générations précédentes, elles se sont battues de ouf pour avoir des nouvelles règles du jeu, et après on culpabilise de créer à partir de cette règle du jeu. Genre, non, et d'ailleurs ça me fait penser à ça, mais aujourd'hui j'ai eu dans mes coachings 2 séances où il y avait vachement ce truc de culpabilité qui revenait dans les coachings de ces femmes qui ont envie de se choisir, qui voient le coût que ça leur demande, qu'elles payent tous les jours de ne pas se choisir, de se sacrifier pour leurs mecs, pour leurs enfants, pour leur ci, pour leur là, pour faire plaisir à la terre entière. Elles se détruisent la santé, elles se détruisent le moral, elles passent à côté de leur vie. Et quand elles commencent un peu, parce qu'on travaille sur ça et tout, à se choisir, à changer, alors elles le font et c'est déjà un pas énorme, hein, mais ça s'accompagne d'une vague de culpabilité énorme. Donc après il faut travailler sur, putain mais la culpabilité, pourquoi la culpabilité et comment surtout on s'en débarrasse. Et on peut respirer un peu, vous n'êtes pas en vie pour faire plaisir à la terre entière en fait, vous n'êtes pas en vie pour performer des cases et des codes et des modes d'emploi en fait. On vit tous pour la première fois, tout le monde vit pour la première fois, vous n'avez pas à vous contorsionner pour faire plaisir aux uns aux autres. Enfin, non. Et je crois que
En fait, ce qui change, c'est que dans la trentaine, on est beaucoup plus focus sur l'outcome, sur le résultat, que sur le process. Et je pense que l'une des pistes vraiment intéressantes à explorer, c'est tiens, je vais mettre un peu le résultat de côté parce que de toute façon, je ne maîtrise pas ça. Je ne sais pas, la vie, il y a trop de paramètres, il y a trop d'inconnus dans l'équation de la vie. Donc tu sais quoi, moi je vais me concentrer sur le process. C'est la seule chose que je peux à peu près maîtriser. Le résultat, l'outcome, est-ce que ça va se concrétiser, pas se concrétiser et tout ça, est-ce qu'à la fin, il y aura un truc tangible, tu le maîtrises pas à 100%. Et d'ailleurs, je vois ça vachement dans les couples, c'est en gros, si par exemple une relation ne se termine pas par un mariage ou par des enfants, ça veut dire que la relation n'a pas eu de valeur, ça veut dire que t'as perdu ton temps. Mais quelle connerie! Mais quelle connerie! La valeur de quelque chose ne se mesure pas uniquement qu'à la concrétisation tangible, factuelle de la chose. Le vécu compte beaucoup plus d'ailleurs, tu vois. Genre, je sais pas, si t'as passé 5 ans avec un mec et que c'était des années absolument magnifiques et merveilleuses, c'est pas parce qu'à la fin t'as pas eu un enfant avec cette personne ou que tu t'es pas marié avec cette personne que ces années n'ont pas compté, que ce n'est pas précieux. Enfin, tu vois, c'est tellement basique comme réflexion. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ça et réapprendre à aimer le vécu pour ce qu'il est, pour du vécu, et pas uniquement pour le résultat de ce vécu. Un résultat potentiel et hypothétique qui ne dit rien de la qualité de ce vécu, de la qualité d'une relation, de la qualité des aventures qui ont été vécues et des émotions qui ont été ressenties, tu vois. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on se foute la paix et qu'on arrête avec cette pression, en fait. Et qu'on accepte de vivre cette décennie. Vraiment la vivre. Vraiment la découvrir, vraiment y plonger avec curiosité et gourmandise. Et pas uniquement voir le truc comme une case à performer et à cocher. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. C'est vraiment ce que je vous souhaite, guys. Mais ouais, voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine sur le podcast. Je pense qu'on continuera aussi... voilà, typiquement, je pense que c'est le genre de discussion qu'on aura lors des dîners après minuit. Qu'est-ce qu'une trentaine épanouie, et vous vos défis, enfin voilà, l'idée c'est vraiment qu'on se retrouve autour d'une table, d'un bon dîner, pour parler sans filtre, en mode, voilà, 10, 15 filles autour d'une table, on mange bien, on boit bien, on rigole, on a des conversations inspirantes, deep, en même temps fun, en même temps légère, en même temps, voilà, tout ça, et j'ai juste trop hâte d'être à la première date du mois de juin. Je vous donne pas encore la date. De toute façon, vous allez voir tout dans le petit formulaire. Vous allez recevoir, si vous êtes inscrite, vos mails pour pouvoir vous inscrire, tout ça. Je prépare tout ça avec mon équipe et je vous en redis de toute façon des nouvelles très très vite. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur l'Insta d'Après Minuit. Il y a vraiment du contenu que pour Après Minuit que je partage pas forcément sur mon compte à moi, Jade Sarah. Donc allez voir, c'est aprèsminuit.talk. Et voilà les amis pour ce que je vais vous partager cette semaine. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai adoré l'enregistrer, c'était trop bien. J'avais vraiment l'impression de parler à mes cops. Je pourrais vraiment parler de ce sujet pendant des heures. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire, 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça compte beaucoup, ça fait connaître le podcast, mais surtout, partagez-le à vos copines, envoyez l'épisode, machin. C'est comme ça aussi qu'on va créer une communauté de girls, de femmes inspirantes, puissantes, libres, fun. C'est comme ça qu'on va vraiment rendre le truc magique. Donc soyez généreuse, soyez la copine qui envoie l'épisode, j'ai pensé à toi, écoute ça. Enfin voilà, soyez vraiment l'amie que vous aimeriez avoir dans votre vie finalement. Sur ce les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Et à très vite sur Après Minuit.